Bonsoir à vous toutes et tous. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir et d'être avec Nicolas Stanzik, que vous connaissez peut-être pour certains, puisque, ah bah oui, hein. Il est déjà venu nous voir avec une autre thématique, hein, puisqu'il est écrivain de cinéma, journaliste, spécialiste des studios de la Hammer Film. Et puis aussi, il a sur plusieurs années récolté, revu tout le magazine Midi Minuit pour les Midi Ministes. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissaient cette revue. Oui. Donc une revue mythique. Et c'est aussi un musicien. Il parle des Rolling Stones, il connaît à fond les Rolling Stones, mais c'est aussi un musicien. Et c'est ton deuxième groupe. Vous êtes en train de finir d'enregistrer votre premier album, The Cushings. Voilà. Donc voilà. Sur Spotify, non pas encore. Si, sur Spotify. Donc The Cushings, C-U-S-H-I-N-G-S. Voilà, je fais ta pub, tu vois. Et donc tout à l'heure, à 21h, donc une ciné-conférence, les Rolling Stones au cinéma. Voilà. Et là, juste peut-être deux mots. Tu vas découvrir le film, en fait, en même temps que nous. Mais bon, tu peux nous dire deux mots sur Brian Jones quand même. Hein. Bonsoir à tous. Donc, oui, je vais découvrir le film en même temps que vous ce soir. D'habitude, quand je présente un film, je l'ai vu. Là, c'est pas le cas. On a beaucoup de chance ici à la Cinémathèque de Corse de pouvoir découvrir ce film parce que c'est pas si évident. Oui, grâce aux Galaxies, parce que c'est pas si évident que ça de le voir en salle. Il est sorti il y a quelques temps à Paris, mais voilà, c'était quelques séances seulement et je n'ai pas pu le voir. Alors je suis d'emblée passionné par la thématique de ce film parce que on parle de Brian Jones. Brian Jones, c'est le deuxième guitariste, on va dire, des Rolling Stones, mais c'est surtout le membre fondateur, celui qui a eu l'idée du nom original, les Rolling Stones. C'est lui qui a eu l'intuition du répertoire des Stones à l'époque où Mick Jagger et Keith Richards n'écrivaient pas encore les chansons. Et donc, c'est lui qui choisissait les morceaux de Muddy Waters, de Howlin' Wolf, de Jimmy Reed, enfin tous ces grands bluesmen américains. C'est lui qui choisissait les morceaux à reprendre et ce qui a réellement contribué à l'émergence de ce qu'on a appelé le blues boom en Angleterre. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très précurseur, quelqu'un qui a littéralement construit le Swinging London, qui a imaginé les choses dès 61-62, et en même temps, ça a beau être une figure mythique, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez méconnu, parce que l'histoire des Stones étant ce qu'elle est, ça fait plus de 60 ans qu'ils font des disques, qu'ils font des tournées, etc. Évidemment, le souvenir de Brian Jones, mort en 69, s'est un petit peu estompé, et néanmoins, bah voilà, c'est ce fameux inconnu aujourd'hui, Brian Jones. Alors, il y a toutes sortes de théories le concernant. Est-ce que c'est vraiment un génie multi-instrumentiste qui a contribué beaucoup plus qu'on l'a dit par la suite aux grands standards du groupe? Je pense à Painted Black où il jouait du sitar, je pense à Ruby Tuesday où il jouait de la flûte, ce genre de choses. Enfin, il a vraiment contribué à la palette sonore des Stones à l'époque. Est-ce qu'au contraire on a surévalué cet apport-là et en fin de compte les grands génies ce seraient Mick Jagger et Keith Richards seulement? Est-ce que la vérité se situe entre les deux? On va découvrir avec ce film quel est le point de vue développé. Je ne sais pas par avance comme vous. Voilà, on va découvrir les choses, mais d'ores et déjà je pense que ça va être passionnant. Voilà. Alors, une très bonne projection et après, on se retrouve pour boire un verre et grignoter. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Rebonsoir. Je pense que vous étiez à peu près tous là pour... Presque tous, alors. J'ai entendu non. pour Brian Jones et donc cette incursion dans les débuts de l'aventure des Rolling Stones, que je ne connaissais pas, mais pour certains, ça leur a rappelé des souvenirs mémorables. Et donc, je remercie Nicolas Stanzik. Ça faisait quelques temps déjà que tu nous avais parlé de cette conférence, de la possibilité de parler justement des Rolling Stones au cinéma, puisque tu avais parlé de Dracula au cinéma, de plein de choses, etc. Mais ton autre, on va dire, c'est pas un hobby, c'est une passion. Oui, et voilà, une passion que tu as depuis toujours, c'est la musique, le rock.
puisque je disais tout à l'heure que tu avais un groupe qui s'appelle The Cushings. Pourquoi The Cushings? Parce que Peter Cushing, alors pour ceux qui ne savent pas, Peter Cushing est un acteur emblématique des années 60 et c'est le chasseur de vampires, voilà, celui qui chasse Dracula dans plusieurs films et puis autres, voilà, donc dans ces années 60 et ces films un petit peu kitsch et magnifiques de la Hammer Film. Et donc là, tu vas nous offrir donc un moment à nouveau de musique et de cinéma, parce qu'en fait, les Rolling Stones ont inspiré beaucoup de cinéastes et pas des moindres. Je te laisse la parole. Merci à toi. Eh bien, bonsoir à tous à nouveau. Je suis vraiment ravi d'être ici présent pour évoquer donc la saga des Rolling Stones au cinéma. Alors c'est vrai qu'il y a plein de manières de raconter l'histoire des Rolling Stones. Vous avez eu tout à l'heure une manière, c'était Brian Jones et les Rolling Stones. Voilà, ce focus sur ce personnage à la fois mythique et un peu oublié. On pourrait dire les Beatles et les Rolling Stones, ça c'est un autre angle possible. Les Rolling Stones et le blues, les Rolling Stones et leur scandale, les Rolling Stones et la drogue, les Rolling Stones et le sexe. Enfin, il y a plein de manières de raconter cette saga. Ça a été fait de 1000 manières différentes. Mais les Rolling Stones et le cinéma, bah, comme ça, de prime abord, ça peut paraître un petit peu étrange. En fait, cette idée, elle m'est venue il y a maintenant, je dirais, une quinzaine d'années, à l'occasion d'une rencontre. J'ai eu la possibilité d'interviewer le manager fondateur des Rolling Stones qui s'appelle Angelo Oldham. Angelo Oldham, vous l'avez aperçu tout à l'heure à quelques reprises dans le film sur Brian Jones. Il a été leur manager de 1963 à 1967. Et pour bien comprendre les choses, pour bien comprendre son importance dans la saga stonienne, bah, il faut revenir au début. Angelo Oldham, c'est beaucoup plus qu'un génie commercial, c'est vraiment l'un des grands architectes pop de ce qu'on a appelé le Swinging London. C'est un personnage qui a été extrêmement influent et qui a été un Rolling Stone à part entière. Il avait 1 an de moins qu'eux. Les Stones, en 1962, ils ont 19 ans. Angelo Oldham, voilà, lui, il en a 18. C'est dire la jeunesse un petit peu de cette bande. Angelo Oldham, il est né à Londres en 1944 et très tôt, il envisage de travailler dans le show business. Alors tout d'abord dans la mode, dès l'âge de 17 ans. Puis parallèlement, il commence à avoir quelques expériences dans le business du cinéma. Toujours dans la publicité. Par la suite, il devient attaché de presse sur une tournée qui a été extrêmement importante dans l'histoire de la pop anglaise. C'est une tournée à l'affiche de laquelle il y avait à la fois Little Richard, Bob Dylan et les Beatles. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important à l'époque. Et à ce moment-là, Angelo Oldham, il déborde d'ambition et son idée, c'est je veux devenir manager des Beatles à la place du manager des Beatles. Il veut prendre la place de Brian Epstein. C'est dire un petit peu l'assurance qui est la sienne, mais il va vite découvrir que ça n'est absolument pas possible. Brian Epstein veille vraiment à sa place. Et du coup, Angelo Oldham décide de plaquer les Beatles. Il était donc leur attaché de presse durant quelques semaines et il les plaque au moment où les Beatles sortent She Loves You, c'est-à-dire vraiment au début de la Beatles-mania triomphante. Donc c'est dire un petit peu le coup de poker qui est le sien à ce moment-là. Néanmoins, il a un plan machiavélique en tête et qu'il m'a résumé de la manière suivante quand je l'ai rencontré, donc il y a une quinzaine d'années. Je le cite. Brian Epstein a pris des provinciaux un peu rustres pour en faire d'aimables jeunes gens acceptables par toutes les bonnes familles anglaises. Moi, je vais prendre des londoniens pour en faire une bande de voyous adorés par les ados, mais détestés par les parents. En gros, il veut en faire les anti-Beatles. Plan machiavélique, s'il en est. Ce plan, il va pouvoir le mettre à exécution très rapidement lorsqu'il va découvrir, en avril 1963, au Station Hotel de Richmond, au sud de Londres, un groupe qui est né quelques mois auparavant, en 1962, et bien évidemment, ce groupe, c'est les Rolling Stones. Alors, lors de ce premier concert, la prestation scénique, l'élan vital du groupe, son insolence, la provocation qui est la leur, sidère littéralement Angelo Oldham. Et dès ce premier concert auquel il assiste, il sait qu'il a trouvé le groupe idéal pour mettre à exécution son plan. Et son idée, ça n'est absolument pas de transformer les Rolling Stones, mais simplement les aider à se développer, à révéler ce qu'ils ont déjà en eux. C'est vraiment ça l'idée de base. Quelques semaines après ça, il va les signer, donc il devient donc leur manager officiel. Et
il y a une quinzaine d'années, lorsque Angelo Goldam me raconte tout ça, tout au long de ce récit, je m'aperçois qu'il n'arrête pas d'utiliser des métaphores de cinéma. Par exemple, je me sentais ce jour-là, en débarquant à Richmond, je me sentais comme Cliff Richard dans Expresso Bongo de Val Guest. Il n'arrêtait pas d'utiliser des métaphores filmiques comme ça. Il citait des tas et des tas de films. Et de toute évidence, je m'aperçois que j'ai affaire à un cinéphile vraiment tout à fait accompli. Et là, il me vient une intuition. Je lui demande, mais quand vous avez pris les Stones, quand vous êtes devenu leur manager, et lorsque vous avez commencé à façonner leur image, est-ce que vous aviez une image de cinéma en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été une source d'inspiration pour vous? Et là, du tac au tac, il me répond, oui, bien sûr. Alors là, je suis un peu... je cherche. Est-ce que ce serait Elvis? Je pense à Elvis parce qu'il a fait des films, pourquoi pas. Je pense à James Dean. Je cite La Fureur de vivre, notamment. Il me dit oui, mais bon, en même temps, James Dean, Elvis, c'était des références pour absolument tout le monde. Ok, alors, je fais chou blanc. Je cherche du côté des films de gangsters anglais, pourquoi pas le côté voyou des Stones, pourquoi pas les gangsters anglais. Il me dit oui, mais en fait non. La vraie influence, elle vient de la France, elle vient de la nouvelle vague, elle vient d'un cinéaste qui s'appelle Claude Chabrol, elle vient de 2 films qui s'appellent Le Beau Serge et Les Cousins, et le grand modèle, vous allez le voir s'afficher normalement maintenant, par une première photo, le grand modèle, c'est Jean-Claude Brialy. Voilà, l'image fondatrice pour les Rolling Stones, Jean-Claude Brialy. Alors, là, je suis stupéfait, un peu comme vous en ce moment. J'en reviens pas, j'avais jamais entendu parler de ça nulle part. Mais bon, je décide de creuser la question. Alors, Jean-Claude Brialy, modèle pour Angelo Goldam. Jean-Claude Brialy, donc modèle pour Angelo Goldam, mais pour les Rolling Stones naissants. Alors, évidemment, je lui demande pourquoi, c'est quoi l'influence directe? Et là, il me répond qu'il a été fasciné par son personnage placide et cynique, donc dans les 2 films de Claude Chabrol, avec ce tempérament ombrageux et ses manières absolument impeccables. Il m'explique qu'à l'époque, il pousse le mimétisme jusqu'à lui emprunter son look vestimentaire, son attitude, son art du profondément superficiel, jusqu'à laisser tout cela envahir sa propre personnalité. Ok, mais alors je lui demande, mais bon, alors vous, ok, vous êtes fan de Brialy, mais les Stones, dans tout ça, quel est le rapport? Et il me répond que les Stones, il leur a légué tout cela dès le début. Et il m'explique que si on regarde le premier shooting photo des Stones, qui a été fait juste après que Angelo Goldam soit devenu leur manager, donc on est en 1963, vers le mois de mai 1963, si on regarde ce tout premier shooting photo, il m'explique que c'était un shooting photo fait en bord de la Tamise. Il m'explique qu'on peut voir tout simplement qu'il a pris soin de faire ressembler les Stones à Brialy en tout point. Alors je vous propose de voir une deuxième photo, une photo comparative cette fois. Jean-Claude Brialy, les Stones, mai 63, au bord de la Tamise. Alors effectivement, sur le plan vestimentaire, il y a une évidence, la superposition de sous-pull, col V et de pull V, les silhouettes fuselées avec la cravate fine, la coiffure avec l'arrêt sur le côté. On a oublié que la première coiffure des Stones, c'était donc l'arrêt sur le côté de Jean-Claude Brialy. Et puis, en rentrant à la maison, après cet entretien, évidemment, j'ai eu envie de revoir les films de Claude Chabrol. J'ai eu envie de creuser cette question. Et je me suis aperçu que, au-delà du look de Jean-Claude Brialy, qui est donc le look des Rolling Stones en 1963, il y a quelque chose qui, plus globalement, est constitutive de l'attitude des Stones eux-mêmes, y compris encore aujourd'hui. Par exemple, une certaine frivolité qui ne les quitte jamais, une espèce d'ironie pince-sourire qui désamorce toute gravité en toutes circonstances. C'est par exemple la façon qu'a Mick Jagger de travailler comme un acharné sur les disques, sur les shows, sur la mise en scène, sur ses pas de danse, etc. Et une fois le but atteint, d'expliquer que tout ça, finalement, c'est pas sérieux. It's only rock and roll, but I like it. C'est juste du rock and roll, mais j'aime ça. Ça a été un de leurs titres phares dans les années 70. Bref, c'est juste du rock and roll. C'est pas important, c'est pas grand-chose. C'est la façon dont Keith Richards, par exemple, aujourd'hui encore, revenu de la drogue, revenu des excès en tout genre, sa façon de se rire de tout, et d'abord, bien sûr, de la mort. Voilà. Donc, il y a un héritage lointain de Brialy, encore aujourd'hui, à travers leur attitude. Mais si on revient au contexte de l'époque, le choix esthétique qui est donc fait par Angelo Goldam et les Rolling Stones avec ce premier shooting photo et avec tous ceux qui ont suivi concernant les Stones, ce choix tranche totalement avec les habitudes et notamment avec le groupe
qui est la référence absolue à l'époque, bien sûr, les Beatles. Alors je vous propose de voir une première photo comparative entre les Beatles et les Stones. Voilà. C'est à peu près à la même époque. Là, on est en 63 des deux côtés. La photo des Stones, c'est toujours le même shooting, hein, en mai 63, sur les bords de la Tamise. Alors, les costumes de scène des Beatles, c'est une sorte d'uniforme imposé par le show business d'alors. Et c'est cette règle que transgressent les Rolling Stones via ce qu'on peut appeler désormais la panoplie Jean-Claude Brialy. En gros, ils sont dans leurs vêtements de tous les jours, à la différence des Beatles. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est considéré comme révolutionnaire à l'époque. L'attitude, d'autre part, obéit à la même logique. Les premiers, les Beatles, font le sourire obligé à l'époque, obligé par le show business, obligé sur les couvertures de disques, etc. On sourit quand on est un artiste parce qu'il faut plaire au public. Là où les Rolling Stones, eux, se permettent des regards de défi, des rires moqueurs. C'est la manière dont Charlie Watts rit à droite, la manière dont Keith Richards, tout en haut, a l'air de se désintéresser complètement de ce qui se passe. Il regarde à côté, on s'en fiche, ça reste sur la photo officielle du groupe. Voilà. Ça tranche complètement avec les habitudes. Chez les Beatles, il s'agit d'une esthétique qui semble travailler dans ses moindres détails, là où chez les Rolling Stones d'Andrew Oldham, les choses semblent saisies sur les vifs, à même la rue. Bref, au-delà de la référence à Jean-Claude Brialy, en fait, c'est une esthétique de cinéma, celle de la nouvelle vague, avec son goût pour la caméra à épaule, ses prises de vue dans la rue et sa volonté de casser le ronron du cinéma de papa, c'est dans ces termes-là qu'on parlait à l'époque. C'est cette esthétique qui est assimilée par les Rolling Stones à ce moment-là. Et c'est cette assimilation de l'esthétique de la nouvelle vague qui est fondatrice, au-delà même des influences musicales, de l'opposition Rolling Stone-Beatles. En d'autres termes, c'est une image de cinéma qui préside à la naissance du mythe des Rolling Stones. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez assez extraordinaire quand on y pense. Et précisément, il existe une filmographie des Rolling Stones qui s'est développée depuis le milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et celle-ci aligne parmi les plus grands noms du 7e art de ces 50 dernières années. On a Jean-Luc Godard, on a Martin Scorsese, on a Peter Whitehead, on a Kenneth Anger, on a Robert Frank, on a Nicolas Roeg, sans oublier George Lucas lui-même, le futur créateur de Star Wars, qui les a filmés lors du concert d'Altamont en 1969. Alors, en mettant ces deux données, la naissance du mythe Rolling Stone procède d'une esthétique de cinéma, la nouvelle vague, et de l'autre côté, une filmographie des Stones, eh bien, il y a une foultitude de questions qui m'est venue. Pourquoi tous ces grands noms du cinéma sont emparés des Rolling Stones? Pourquoi précisément ces noms-là parmi les plus grands théoriciens du 7e art? C'est quand même une vraie question. D'autre part, est-ce que ces films, ils forment une filmographie homogène, une œuvre en tant que telle, ou est-ce qu'ils s'intègrent d'abord à la filmographie de leur réalisateur? Ça, c'est un autre aspect des choses. Et si finalement il s'agit bien d'une filmographie stonienne, comment est-ce qu'on peut la qualifier? Parce qu'une filmographie d'acteurs, ok, on sait ce que c'est. Une filmographie de réalisateurs, on sait encore plus ce que c'est. On parle de politique des auteurs, ce genre de choses. Une filmographie de producteurs, là aussi, on sait ce que c'est. On pense à David O. Selznick, à des nababs hollywoodiens qui ont effectivement une œuvre en tant que producteur. Mais une filmographie de rock'n'roll, d'un groupe de rock'n'roll, pardon, qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà, un grand mystère. Bref, pour résumer tout cela d'une seule question, de quelle nature est le lien si étrange, si singulier entre les Rolling Stones et le cinéma? Alors c'est ce qu'on va s'attacher à tenter d'élucider comme mystère ce soir tous ensemble. La vampirisation de l'image Brialy, donc en 1963, c'est un coup de génie commercial, mais c'est aussi un véritable geste créatif. Une démarche pop d'entremêlement des arts, de détournement des objets, qui aboutit à une espèce de créature complètement hybride, qu'on pourrait résumer comme suit. Une bande de 5 jeunes gens fous de Chicago Blues, les Rolling Stones donc, qui se vivent comme les héros voyous d'un film de la nouvelle vague. Une fois leur identité trouvée, le groupe peut donc désormais se développer, développer sa propre imagerie, loin de l'image fondatrice de Jean-Claude Brialy. Et c'est ce à quoi va s'attacher Andrew Oldham en restant fidèle à son plan de départ dans les années donc 64, 65, 66, c'est-à-dire ce plan de départ, faire des Stones les anti-Beatles, en s'appuyant sur leur personnalité réelle. Encore une fois, il ne s'agit pas de simuler quelque chose, il s'agit de développer ce qu'ils sont.
Et de ce point de vue, on peut dire donc qu'Andrew Oldham est le tout premier metteur en scène des Rolling Stones. Et son parti pris, finalement, ce serait celui du cinéma vérité. Encore une fois, on développe leur propre personnalité. Alors, qu'est-ce qui oppose réellement, en termes de sensibilité, les Stones aux Beatles? Il faut quand même en passer par cette question qui va être extrêmement importante dans la constitution d'une image cinématographique des Rolling Stones. Alors, il y a d'abord les visions du monde véhiculées par les textes. Les Beatles, ils sont influencés par la pop, et ils sont finalement, dans leur première chanson en tout cas, dans la dénégation de tout ce qu'il y a de conflictuel dans les relations humaines. Voilà, ce sont des chansons que tout le monde peut chanter. I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Yeah, 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 Yeah. Enfin, il y a ce côté, vraiment, ça s'adresse à tout le monde et on chasse les conflits, on est dans quelque chose de joyeux qui réunit les gens. Les Rolling Stones, eux, au contraire, ils n'hésitent pas à traiter de ce qu'il y a de conflictuel dans les relations humaines. Ils sont, de ce point de vue, vraiment les héritiers des bluesman. Ils puisent à cette source du Chicago blues, du blues, du folk blues également, enfin de toute l'histoire américaine du blues, et ils n'hésitent jamais à parler de frustration, de colère, de jouissance, d'intimité, enfin autant de sujets qui ne sont pas abordés par les Beatles dans leurs textes. En d'autres termes, les Stones assument leur part d'ombre et leur noirceur. Ils sont une sorte de défi à la société, ils se définissent comme des bad guys. Et rien que pour cette raison, ce sont des héros de cinéma tout désignés. Et ça, on le voit, là aussi, en opposant une image des Beatles et une image des Rolling Stones, à savoir les pochettes des 2 premiers 33 tours, qu'on va apercevoir dès maintenant. Voilà, donc premier 33 tours des Beatles ici, Please Please Me en 63, premier 33 tours des Rolling Stones en 64. Énorme différence esthétique, les Stones sont dans la pénombre, ils ne sourient pas, il n'y a même pas le nom Rolling Stone sur la pochette. C'est-à-dire que leur attitude physique suffit à les définir. Voilà, ça aussi, rien que ça, l'absence du nom, c'est un geste extrêmement fort à l'époque et c'est en soi une provocation. Et puis, au-delà de la dimension, au-delà de cette opposition esthétique, la grande différence entre les Stones et les Beatles, c'est que pour ce qui concerne les Stones, il y a une dimension éminemment physique dans leur musique. Les Beatles se jouent une musique qui vise à la perfection, une musique achevée, alors que les Stones, eux, jouent une musique en train de se faire, ressentie dans l'instant, une musique taillée sur mesure pour le live, une musique essentiellement érotique. Là encore, on est dans l'héritage du blues, là où les Beatles sont dans l'héritage à la fois du rock'n'roll, mais il y a aussi d'autres sources d'influence. On sait que Paul McCartney a des références classiques, etc. Et il emmène la musique des Beatles ailleurs, mais on a cette tentation du classique chez les Beatles, et on a vraiment cette volonté d'aller vers le blues chez les Rolling Stones. Et ça, c'est une différence fondamentale. Les Stones, ce sont donc des corps mis en son et inversement. Or, le corps, une fois encore, c'est le matériau par excellence du cinéma. Mais avec les Stones, il ne s'agit pas de n'importe quel corps non plus. Et là, on va voir une nouvelle opposition de pochettes. On est en 1965. Voilà, d'un côté, la pochette de Rubber Soul des Beatles et la pochette de Out of Our Heads, un 33 tours américain qui comporte notamment le single I Can Get No Satisfaction. Donc les disques sortent à peu près au même moment. Là où le corps des Beatles est finalement un peu déréalisé sur les pochettes, ici c'est l'usage du grand angle, le corps des Stones, c'est au contraire un corps adolescent qui s'assume vraiment en tant que tel, dans toutes ses contradictions et dans toutes ses imperfections. Ils sont sexués et néanmoins androgynes, et puis on n'hésite pas à mettre en avant l'acné de Keith Richards, voilà, les cernes de Brian Jones, les cernes de Charlie Watts, les lèvres plus grandes que nature de Mick Jagger en haut. Enfin, on joue d'une esthétique adolescente absolument inédite à l'époque. Par leur manière d'être, par leur look, les Stones finalement incarnent à ce moment-là la monstruosité adolescente poussée à son paroxysme et fière d'elle-même. Et ça, à un moment clé de l'histoire de la sociologie d'après-guerre, c'est le moment où les baby boomers apparaissent comme une classe sociale à part entière. Donc voilà, cette classe sociale a trouvé 2 types de représentants, des représentants, une sorte de représentant idéal à travers les Beatles, et au contraire, vraiment leur monstruosité poussée dans les derniers retranchements. Alors j'emploie le terme de monstre à dessein, parce que dans les conférences de presse à l'époque, on a d'ailleurs eu une illustration de ça dans le film tout à l'heure, on leur pose des questions extrêmement désobligeantes. On leur demande, est-ce que vos cheveux sont des vrais cheveux? Est-ce que vous vous lavez? On les considère presque comme des hommes préhistoriques, il y a un côté un peu
comme ça. De la même manière, dans des micro-trottoirs avec des fans, il y a des fans qui expliquent qu'ils sont tellement laids qu'ils sont sexuellement attirants. Voilà. En fait, ça devient un peu le pendant du cinéma vérité, le pendant de l'actualité, des monstres de la Hammer au même moment, les Dracula, Frankenstein, pour lesquels le public des baby-boomers s'enflamme aussi dans les salles de cinéma. On a une espèce d'équivalent chez les Rolling Stones à l'époque. Il y a une anecdote qui est assez amusante. En France, il y a l'un des fondateurs de la contre-culture qui s'appelle Jean Boulet, qui a été l'un des fondateurs de la revue Midi Minuit Fantastique. En 1969, il apparaît à la télévision française dans une émission consacrée aux monstres de foire, où on parle de la femme à barbe, on parle des sursiamoises, de l'homme tronc, etc., etc. Et il explique que si le cirque de Barnum a disparu, si la femme à barbe a disparu, si les sursiamoises ont disparu, etc., si les Freaks de Todd Browning ont disparu, Dieu merci, il y a les Rolling Stones qui ont pris la relève. Et pour lui, évidemment, ça vaut le sacre suprême. Hein. Quoi de plus beau que les Freaks de Todd Browning? Eh bien, aujourd'hui, les Rolling Stones. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée de la monstruosité adolescente qui s'assume. Bref, avec les Rolling Stones, avant même que la moindre caméra ne tourne, on est dans le domaine de la cinégénie pure. Alors, Angelo Goldam, il ne théorise évidemment pas tout cela à l'époque. C'est un jeune homme, il est dans l'action, il n'est pas là pour théoriser, comme je suis en train de le faire, toute cette histoire. En revanche, il comprend immédiatement qu'il faut faire tourner des films Rolling Stones. Pas simplement pour répondre à Hard Day's Night et à Help, deux films dans lesquels les Beatles viennent de tourner sous la caméra de Richard Lester en 64-65, mais aussi tout simplement parce qu'il est persuadé que dans ce domaine-là, les Rolling Stones vont faire bien mieux. Alors, il y a un exemple significatif de cette influence cinématographique avant même de lancer un projet. Il y a un album assez célèbre, c'est le The Rolling Stone No. 2, deuxième album. Au dos de la pochette de cet album, Angelo Goldam signe un texte que je vais vous lire dès à présent, un texte éminemment provoquant et qui a une origine évidemment dans son esprit, ça doit tendre vers le cinéma. Je cite: voilà le dernier disque des Stones. Cherche bien au fond de tes poches pour acheter ce truc dingue et inhabituel. Si t'as pas de thunes, regarde cet aveugle. T'appuies sur le crâne, vole son portefeuille, parfait, un autre disque de vendu. Voilà, ça tape dur hein, quand même. Alors la provocation est manifeste, bien sûr, mais en fait il y a une référence derrière tout ça. Angelo Goldam, il est en train de penser en fait au livre d'Anthony Burgess, écrit en 1962, Orange Mécanique. Et en fait son projet, c'est de faire tourner par les Stones une adaptation d'Orange Mécanique dès les années 64-65. Il annonce dans la presse que le film va être tourné avec Mick Jagger dans le rôle d'Alex. Et puis finalement, le film ne va pas se tourner parce qu'il ne peut pas acheter les droits. Les droits ont déjà été vendus. Voilà. Donc, premier projet, rester lettre morte, mais c'est quand même assez extraordinaire de se dire que peut-être il y aurait pu y avoir en 64-65 une première version d'Orange Mécanique avec les Stones dans les rôles des protagonistes. Mais l'idée d'un film violent avec cette imagerie des Teddy Boys, cette idée-là, elle va quand même continuer d'exister. En 1966, Decca va annoncer la signature d'un contrat avec les Rolling Stones pour la production de 5 films de fiction dans lesquels ils sont censés tourner. Et le premier de ces films qui est annoncé, c'est une adaptation d'un roman de science-fiction anglais qui s'appelle Only Lover Left Alive, qui raconte l'histoire d'un monde futuriste, dans lequel les adultes se seraient suicidés. Et en gros, le monde la Terre se serait gouvernée essentiellement par des bandes d'adolescents, des bandes rivales qui se frappent les uns sur les autres. Enfin, une espèce de film post-apocalyptique dans lequel les Stones étaient censés incarner l'une de ces bandes. Ce film-ci, alors là, pour le coup, la production a bien avancé. C'était quand même Nicolas Ray qui était prévu pour tourner le film. Et l'idée d'Angelo Goldam, évidemment, c'est d'aller chercher le réalisateur qui a fait James Dean pour pouvoir vraiment lancer Mick Jagger et pour pouvoir nourrir sa mythologie personnelle en tant que chanteur des Rolling Stones. Le scénario a été écrit, la production avait donc bien avancé, des dates de tournage avaient été prévues. Et puis, il y a eu une rencontre entre Nicolas Ray et Mick Jagger qui a été organisé par Angelo Goldam, et là ça s'est très très mal passé. Nicolas Ray a regardé de très haut Mick Jagger en lui disant: écoute, toi t'es rien du tout mon bonhomme, moi j'ai fait James Dean, si tu m'obéis tu vas peut-être devenir quelqu'un, mais pour l'instant tu la fermes et tu m'écoutes. Jagger est horrifié de ce qu'il entend, il sort de ce rendez-vous et il dit à Angelo Goldam: écoute Andrew, des rendez-vous pareils, plus jamais.
Donc le film ne s'est pas fait et finalement le film de fiction Rolling Stone n'aura pas lieu. Et en fin de compte, c'est peut-être pas un hasard. Il n'y avait peut-être pas besoin d'un film de fiction concernant les Rolling Stones parce que à ce moment précis de l'année, entre 65 et 67, on observe un mouvement de bascule finalement dans l'histoire des Rolling Stones. En fait, les Rolling Stones sont en train petit à petit de devenir leur propre image. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un événement absolument marquant dans l'histoire des Stones qui s'appelle l'affaire Redland, dont on a eu quelques échos dans le film de tout à l'heure, mais je vais rentrer un petit peu dans les détails. L'affaire Redland, c'est une arrestation qui a lieu en 1967. Redland, c'est la maison de campagne de Keith Richards, à quelques encablures de Londres. C'est une maison de campagne dans laquelle il invite régulièrement les Beatles, parce que évidemment il y a une très forte opposition Stone-Beatles. Mais ça, c'est pour la presse, parce qu'en réalité, ils sont amis, ils sont très proches, ils se côtoient, ils passent de nombreuses soirées ensemble, ils s'invitent régulièrement dans leurs sessions respectives. Parfois, ils jouent les uns avec les autres. Hein. Il y a des morceaux où des Stones où les Beatles chantent, il y a des morceaux des Beatles où les Rolling Stones jouent. Donc voilà, ils sont très liés finalement. Et puis, donc un soir de 1967, a lieu une fête comme ça, où les Beatles sont là, les Stones sont là, il doit y avoir Eric Clapton également, Marianne Faithfull est là, et la presse à scandale entend parler de ces soirées chez Keith Richards et se dit, bah voilà, une soirée avec les Stones, avec tout le monde, drogue psychédélique de toute évidence, une orgie probablement, on va prévenir la police, et puis il suffira d'être là pour regarder, pour témoigner de l'arrestation et pouvoir faire un gros tirage le lendemain et vendre des papiers à scandale. Donc la police entoure la maison. Elle ne procède pas tout de suite à une arrestation, elle attend que les Beatles sortent, parce qu'on n'arrête pas les Beatles. Les Beatles ont été décorés par la reine d'Angleterre. Donc voilà, différence de traitement. Les Beatles partent au petit matin, et une fois les Beatles partis, bah, la police arrive, perquisition, et alors là, ça loupe pas, ils trouvent du LSD, du hashish, du speed, de la benzédrine, enfin toutes les drogues psychédéliques du moment, ils ont à peu près tout ce qu'il faut. La presse du lendemain se fait vraiment l'écho d'une orgie pas possible. Elle est assez injurieuse vis-à-vis de Marianne Faithfull, dont on raconte qu'on l'a retrouvée nue dans un manteau de fourrure. Alors ça, a priori, ça n'est pas vrai, mais néanmoins, je crois qu'il y a un écho d'ailleurs de la propre histoire de Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, c'était la petite fille de Sacher Masoch qui a écrit La Vénus à la fourrure. Donc voilà, il y a l'imagerie de la Vénus à la fourrure qui court jusque dans cette orgie stonienne. Mais ça devient une affaire très grave, parce qu'ils sont donc arrêtés. C'est les premières pop stars en Angleterre à être arrêtées pour une histoire de drogue, et on les jette en prison. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont rester en prison ou pas? Est-ce que ça va être une affaire de quelques jours, ou est-ce qu'au contraire, ils risquent des années de prison? Personne n'en sait rien. Ça crée vraiment à la fois un scandale en Angleterre, mais aussi un psychodrame auprès des fans. Les fans s'organisent, ils manifestent. Les Who enregistrent à toute allure un 45 tours de soutien aux Stones. Ils enregistrent Under My Sub et The Last Time. Puis ça monte en épingle, cette affaire. On sent que ça devient un problème politique. Est-ce qu'on peut, à ce point-là, courroucer la jeunesse en tapant sur ses idoles? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut prendre ce risque-là dans l'establishment? Et finalement, c'est le très conservateur, le Time, qui va sonner un petit peu la fin de la partie en disant: on est en train d'aller trop loin, on est en train de, non pas de faire un acte de justice, mais on est en train de se saisir des Stones comme d'un bouc émissaire pour taper sur ce mouvement naissant. Et même si on désapprouve ce mouvement naissant, même si on désapprouve la drogue, même si on désapprouve les Stones, on est en train de faire quelque chose qui politiquement ne peut pas passer. Et donc les Stones s'en sortent, mais à ce moment-là, ça scelle quelque chose. C'est-à-dire que jusque-là, les Rolling Stones jouaient à être des voyous, ils jouaient à être des bad guys, mais désormais, dans le regard de tout le monde, ils sont réellement des bad guys, ils sont réellement des voyous. Donc c'est ce que je vous disais, à ce moment-là, ils sont en train de prendre l'identité de leur propre image. Et c'est ce qu'on peut voir par exemple avec une pochette, une autre photo, la pochette de December Children, un album de 65, où clairement, là, voilà, ils étaient photographiés comme une espèce de bande de voyous. Ils étaient encore en train de jouer un rôle à ce moment-là. En 67, non, leur identité, c'est vraiment ça. On ne joue plus. Pour tout le monde, les Stones sont des voyous. Ce sont des rebelles à l'ordre établi. Finalement, c'est un petit peu le syndrome de Dorian Gray, cette histoire-là. À l'instar du héros d'Oscar Wilde, les Stones ont donc pris l'identité de leur propre portrait. Ça, c'est une notion qui va être clé par la suite dans tous les films qui vont être tournés sur les Rolling Stones. Cette mutation de l'image Rolling Stone, en tout cas cette circulation d'identité,
seul le documentaire, finalement, pouvait saisir cette idée-là. Ce n'était pas un film de fiction qui allait raconter ça. Et c'est ce qui va se passer en 1966 avec un film qui s'appelle Charlie is my darling. C'est un film qui est donc produit par Andrew Loog Oldham, donc le manager, qui a toujours cette idée de faire des films sur les Rolling Stones. Il abandonne la fiction et voilà, on passe au documentaire. C'est un film qui est réalisé par son ami Peter Whitehead. Alors Whitehead, c'est vraiment quelqu'un de très important dans les années 60. C'est vraiment le grand cinéaste documentariste du swinging London. Il a filmé les Beatles par la suite, il a filmé le Pink Floyd naissant, il y a ces images extraordinaires avec Syd Barrett en répétition en fin 66. C'est quelqu'un qui, film après film, n'a jamais cessé de pulvériser les fausses partitions entre recherche formelle, enregistrement documentaire, cinéma psychédélique, cinéma engagé, cinéma pop, cinéma d'auteur. Historiquement, c'est un petit peu le modèle du personnage joué par David Hemmings dans Blow Up d'Antonioni. C'est vraiment, je crois que la source, c'est vraiment lui. Charlie is my darling, c'est seulement son second film, mais c'est vraiment un jalon très important dans sa quête esthétique. C'est un film qui suit les Rolling Stones pendant une tournée irlandaise en 1965. C'est la tournée qui suit immédiatement la sortie du 45 tours I Can Get No Satisfaction. Le film les suit donc dans un style extrêmement cinéma-vérité, inspiré par la nouvelle vague, avec un noir et blanc très granuleux, avec des mouvements de caméra assez incertains. Ce sont des scènes de la vie quotidienne, dans les trains, dans les chambres d'hôtel, dans les halls de gare, dans ce genre de choses. Et toutes ces scènes prises sur le vif, elles nous sont jetées comme ça, sans voix off. Elles sont juste entrecoupées d'interviews des Rolling Stones, non pas sur l'actualité, mais sur l'art en général. Et c'est souvent très intéressant ce qu'ils racontent. Et des interviews des fans sur les Rolling Stones eux-mêmes. Voilà, les seuls à parler des Stones, finalement, ce n'est pas les Stones eux-mêmes, mais ce sont les fans. Et le parti pris narratif du film, lui, est extraordinaire de simplicité et extrêmement efficace. Les Stones, c'est finalement l'onde de choc du swinging London. Peter Whitehead, il suit la propagation de cette onde de choc dans un territoire vierge, à savoir l'Irlande, donc de l'année 1965. Et l'Irlande en 65, à certains égards, c'est presque encore le 19e siècle. Il y a des images saisissantes où les Stones apparaissent comme des espèces d'extraterrestres avec leur look, leur coiffure pas possible, quand ils rencontrent des espèces de working class heroes avec les rides très burinées. Enfin, vraiment, on a l'impression de la rencontre des swinging 60s avec le 19e siècle industrieux. Il y a quelque chose d'extraordinaire visuellement. Et donc, les Stones, c'est l'image de ce bouleversement en cours des années 60. Et Peter Whitehead, il en saisit la nature au cours d'une assez courte séquence de concert que je vous propose de voir maintenant. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle It's Alright, qu'ils n'ont jamais enregistrée en studio, mais qui a été leur grand succès sur scène à ce moment-là. C'est chaud, hein. Alors, ce gigantesque chaos libérateur, cette espèce de mai 68 visuel avant l'heure, parce qu'il s'agit bien de ça finalement, ce n'est plus un face-à-face avec le public classique tel qu'on les a connus dans les concerts jusque-là. C'est une fusion, bête de scène et public hystérique finalement au diapason. En d'autres termes, les Stones, ce n'est pas juste un groupe, ça n'est plus simplement un groupe, ça devient ici une espèce de création collective née de la folie des concerts. C'est une réalité ici que la caméra de Peter Whitehead saisit très précisément en étant placé en bord de scène. Voilà, il capte cette chose-là dans toute sa crudité. Vraiment, le positionnement de la caméra ici, de ce point de vue-là, est très important. Il est à mi-chemin du public et du groupe, et c'est cette manière de réunir les uns et les autres. Et cette création collective, elle s'impose comme une image vivante dans le regard des uns et des autres. C'est tout cela que saisit Peter Whitehead, trouvant ainsi dans les Stones un formidable matériau cinématographique, encore une fois. En 1967, il va les filmer à nouveau. Là, on est donc un an à peu près après ça. Ça a été tourné en 65, c'est sorti en 66. Whitehead, il va donc les filmer à nouveau en 67 pour tourner ce qui va être le tout premier clip de l'histoire des Rolling Stones pour une chanson qui s'appelle We Love You. Alors, cette chanson, elle a une importance historique là aussi par rapport à l'histoire, donc je vous ai raconté tout à l'heure par rapport à l'affaire Redland. Les Stones ont fini par sortir de prison. En prison, Mick Jagger a écrit un texte qui s'appelle We Love You, qui va donc être le texte de cette chanson. Ils vont coécrire la chanson comme d'habitude avec Keith Richards. Et cette chanson, ils vont donc éprouver le besoin de la mettre en image avec ce clip. We Love You, c'est évidemment un ironique « Je vous aime » adressé à l'establishment à ce moment-là.
Et pour les besoins de ce clip, ils vont le mettre en scène d'une manière particulière. En fait, ils vont rejouer le procès d'Oscar Wilde. Le procès d'Oscar Wilde, on le sait, Oscar Wilde a été arrêté en 1897, jugé pour homosexualité à l'époque. Ça avait été une affaire retentissante en Angleterre. Toute proportion gardée, en France, on avait eu l'affaire Dreyfus. En Angleterre, il y a eu l'affaire Oscar Wilde, un emprisonnement tout à fait injuste. Wilde avait assumé son homosexualité pour sa perte, d'ailleurs, lors de ce procès. Ça a été une affaire retentissante. Il a fait 2 ans de prison dans la très sinistre et célèbre prison Geôle de Reading. Voilà. Dans ce clip, Mick Jagger joue le rôle d'Oscar Wilde. Marianne Faithfull, elle, joue le rôle de l'amant d'Oscar Wilde, c'est-à-dire le jeune Buzzy. Et Keith Richards, lui, va jouer le rôle du juge qui a condamné Oscar Wilde. Alors, je vous propose de voir le clip dès maintenant. Pour la petite anecdote sur cette chanson, les chœurs que vous avez entendus aigus, c'est Lennon et McCartney. Donc ils étaient venus soutenir les Stones dans la tourmente à ce moment-là. Donc ici, plutôt que de simplement répondre à leur démêlés judiciaire par une simple chanson, un ironique We Love You adressé à l'establishment, les Stones prennent donc soin de répondre par des images. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ici, en effet, que se situe le terrain réel de la lutte. La presse a fait ses choux gras des arrestations des Stones pour consommation de drogue. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ils vont ridiculiser ces condamnations, ils vont ridiculiser cette image-là en la retournant finalement contre l'establishment. C'est la manière, par exemple, de mettre au début du film des coupures de presse, c'est la manière de filmer Brian Jones complètement défoncé, ils assument d'être drogués à l'écran, et ça, c'est déjà une manière de désactiver un petit peu les accusations qui les visent. Mais il y a un détail qui tue également. Keith Richards, donc, joue le rôle du juge qui condamne Oscar Wilde ici. Sa perruque, elle est composée de toutes ces coupures de presse qu'on a vues au début. Manière, finalement, de le renvoyer au ridicule de la posture, enfin, de renvoyer la vieille Angleterre au ridicule de sa posture. Voilà. Plus que jamais, là, les Rolling Stones sont une création collective, détracteurs inclus, encore une fois. Les Stones, ce sont des bad guys, tout le monde les considère comme tels, l'establishment les considère comme tels, mais finalement, voilà, les condamnations de l'establishment vont servir l'image des Rolling Stones. Voilà, on est dans une manière de désactiver une image par une autre. Et c'est sous les traits d'Oscar Wilde donc, que Mick Jagger fait pour la première fois l'expérience de Dorian Gray. Je vous ai déjà cité Dorian Gray tout à l'heure, mais ici, Mick Jagger comprend que le contrôle de l'image, eh bien, c'est la condition de survie du groupe, c'est la condition de survie des Rolling Stones. Alors désormais, avoir les Rolling Stones dans l'objectif d'une caméra, ça n'est plus filmer simplement un simple groupe en train de faire la musique, mais c'est filmer littéralement une image, c'est-à-dire une pure surface qui offre la possibilité de mise en abîme à l'infini. En gros, c'est un sujet en or pour ce qu'on a appelé à l'époque la modernité, hein, né de la nouvelle vague, né du cinéma vérité, de toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'il va falloir comprendre le tout premier film de fiction en 1968 avec un Rolling Stone, en l'occurrence Mick Jagger. Ce film de fiction, ça va être Performance de Nicolas Roeg et de David Kamel. Ça a été tourné en 68, mais c'est sorti 2 ans plus tard, en 1970. Alors c'est un film qui est psychédélique, expérimental, érotique, violent, sulfureux. C'est un film qui est construit sur un face-à-face entre un gangster qui est en fuite, joué par James Fox, qu'on avait vu quelques années auparavant dans The Servant de Joseph Losey, et une star du rock, incarnée donc par Mick Jagger, qui vit reclus dans une espèce de maison décadente. Alors je vous propose de voir tout de suite la bande-annonce, parce que c'est un bon résumé du film et de ses thématiques et de sa dynamique. Voilà, je vous en dis un mot évidemment après. Cette bande-annonce, elle démarre évidemment par une image très forte. Dès la première image, Mick Jagger est filmé comme une icône symbolisée par ses lèvres sensuelles. Et là, on est 3 ans avant le fameux logo des Stones. Voilà, on invente finalement ce logo avant qu'il ne soit là. Il incarne tout ce que l'on fantasme alors sur les Rolling Stones en termes de drogue, de sexe, de vie bohème. Jagger, il est défini ici comme une image pure, comme une surface réfléchissante. C'est donc une espèce de jeu de miroir qui se met en place, un jeu de miroir hallucinogène qui annonce d'ailleurs un petit peu David Lynch. Il y a des éléments un petit peu déjà à la Lynch là-dedans. Un jeu de miroir hallucinogène qui se joue entre les 2 personnages qui se reconnaissent l'un l'autre. D'un côté,
le gangster, donc joué par James Fox, et de l'autre, la rockstar, jouée par Mick Jagger. Et si la rockstar finit à un moment donné par mourir, par se faire abattre, on voit ce plan sur Jagger mort, finalement, son image s'impose néanmoins au-delà de la mort, puisque le gangster réapparaît sous les traits de Mick Jagger à la fin. Et c'est un petit peu comme si le film théorisait un petit peu les circulations d'identité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les Stones jouaient à être des voyous, et ils deviennent dans le regard de tous des voyous. Le film, finalement, Performance, raconte ça. C'est un petit peu une manière de théoriser ce qui s'est passé avec l'affaire Redland en 1967. Et au-delà de cet aspect-là, il y a le titre du film, Performance. Et c'est effectivement une véritable performance pour l'acteur Jagger, parce qu'il est à la fois ici... Il s'agit d'une fiction, mais il est à la fois lui-même, c'est-à-dire Mick Jagger, star du rock. Il est un petit peu aussi Brian Jones, vu qu'il s'agit ce coup-ci d'une star du rock autodestructrice. Je ne connais absolument pas Mick Jagger, donc il est un petit peu Brian Jones. Il est aussi Keith Richards, vu qu'il est avec Anita Pallenberg dans ce film, alors qu'Anita Pallenberg, au même moment, elle est avec Keith Richards. Donc il est un petit peu tous les Stones à la fois. Et là, finalement, il y a un petit peu tout l'art des alter-ego, tel que va le pratiquer par la suite, dans les années 60, quelqu'un comme David Bowie. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Nicolas Roeg, qui filme ici Mick Jagger, a par la suite filmé David Bowie pour un film qu'on avait d'ailleurs projeté ici, L'homme qui venait d'ailleurs, en 1976. Donc il y a vraiment quelque chose, alors c'est pas du tout théorisé par Mick Jagger, mais il y a quelque chose qui nous mène directement à David Bowie à travers ce film-ci. Alors la même année, en 68, il y a un autre documentaire qui va s'intéresser aux Stones. Là, je laisse de côté la fiction pour le moment. Ce documentaire, ça va être One Plus One, qui est tourné par Jean-Luc Godard, donc le chef de file de la Nouvelle Vague en France. Peu après mai 68, Godard, il va quitter Paris et il va s'installer à Londres et il va se mettre en tête d'abord de filmer les Beatles, puis ce ne sera pas possible et finalement il va se rabattre sur le plan B et le plan B, c'est les Rolling Stones. Alors, coup de bol, les Rolling Stones sont en train d'enregistrer ce qui va être leur premier grand chef-d'œuvre, leur premier 33 tours qui est absolument génial d'un bout à l'autre et qui vraiment réinvente le rock'n'roll, c'est Beggar's Banquet. Et au cours des 3 nuits où il va installer ses caméras, il va s'agir de tourner finalement la création d'un titre qui va devenir très emblématique des Stones, Sympathy for the Devil. Le projet de Godard, c'est finalement de juxtaposer 2 types de plans séquences qui a priori n'ont rien à voir pour fournir une vision abstraite de l'idée de révolution. Donc on est dans un film totalement godardien, même s'il y a les Rolling Stones à l'intérieur. D'un côté, il y aura les Stones au travail, donc en studio, des séquences studieuses d'ailleurs, c'est pas simplement des séquences de studio, on les voit travailler. Et de l'autre côté, il y a des éléments de fiction qui mettent en scène les Black Panthers, une espèce de satire du fascisme de la société de consommation, enfin toutes ces idées post-68 qui étaient à la fois celles de l'époque, mais celles aussi en particulier de Godard. Et l'idée, c'est de faire vraiment une espèce de patchwork de toutes ces images pour aboutir à l'idée, une déconstruction de l'idée de révolution. Voilà, c'est un petit peu de ça. Donc quand il pose ses caméras, pour lui, c'est un coup de chance absolu, parce qu'il va donc filmer la création de ce morceau, Sympathy for the Devil, qui, après Satisfaction et Jumping Jack Flash, qui sont les 2 tubes à ce moment-là les plus importants des Rolling Stones, va vraiment devenir le nouvel hymne de la jeunesse, le nouvel hymne démoniaque de la jeunesse révoltée. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. En gros, le fil conducteur du film, grâce aux Stones, ça va être l'histoire d'une folk song d'abord un petit peu léthargique, un peu dylanienne, un peu balbutiante, qui à force de répétitions obsessionnelles, d'erreurs, d'échanges entre les musiciens, de suggestions, de retour au début, de répétitions, bref, va se transformer en une espèce de samba vaudou absolument imparable, mais dont on n'entendra jamais la version définitive à la fin du film. On s'arrête vraiment avant la version ultime telle qu'on la retrouvera dans le disque en 68, dans Beggar's Banquet. Alors je vous propose de voir un extrait de l'un de ces plans séquences consacrés aux Stones. On est, je dirais, dans le deuxième tiers de la création de la chanson à ce stade-là. On n'est plus dans la partie folk song, on est déjà un peu dans une samba. Vous avez vu tout à l'heure, on voit Brian Jones qui joue de la guitare acoustique et effectivement, on ne l'entend pas. On est dans cette période de la fin de sa carrière avec les Stones où on ne l'enregistre plus, quoi. Voilà, d'ailleurs, il ne sait pas très bien quoi jouer, de toute évidence, sur le morceau. Il ne les suit plus à ce moment-là. On voit cet abîme-là qui est en train de se créer, qui est vraiment documenté par Godard. Ce qui est intéressant
aussi dans cette séquence, c'est que de toute évidence, Godard filme les Stones exactement à l'inverse de Peter Whitehead. Il ne les filme pas du tout dans l'évidence de la folie furieuse d'un concert, mais dans l'intimité d'un enregistrement en jouant le jeu de la lenteur visuelle. D'autre part, ils ne s'attachent absolument pas à filmer ou à créer leur mythologie, à nourrir leur mythe à l'écran, comme c'était le cas par exemple avec We Love You, où on épousait le mythe de Dorian Gray par exemple. Au contraire, là, Godard cherche à déconstruire le mythe Rolling Stone. Les Stones ici, ils sont séparés les uns des autres, les corps figés dans des espaces sonores différents que la caméra révèle en s'approchant de tel ou tel. Voilà, on s'approche de Keith Richards qui là joue de la basse, on entend la basse. On s'approche de la batterie, on entend la batterie. On s'approche de Mick Jagger, on entend davantage la voix. On a des espaces sonores différents les uns des autres. Alors on a dit que les Rolling Stones étaient finalement les grands perdants du film. C'est ce que la critique à l'époque, en 68, n'a pas été tendre non pas sur le film, mais sur les Rolling Stones. En réalité, avec le recul des décennies, on peut dire que c'est tout l'inverse. Parce que pour Godard, déconstruction et création, ce sont deux notions qui sont totalement réversibles. 1+1, finalement, avec ce film, il trouve en fait une nouvelle manière de saisir l'essence des Rolling Stones. L'essence des Rolling Stones, c'est l'inachèvement. Même fixés sur disque, leurs morceaux ne cessent pas d'évoluer. Sympathy for the Devil, en début de film, c'est donc une folk song. À la fin du film, c'est une samba vaudou absolument sidérante. On n'a pas la version définitive. Il y aura une version définitive sur le disque, mais 6 mois plus tard, sur scène, aux États-Unis, par exemple dans l'album Get Your Eyes Out, le morceau sera encore différent. Et aujourd'hui encore, le morceau a évolué. Voilà, les morceaux des Stones ne cessent jamais d'évoluer. Et c'est ça, finalement, que filme Godard. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure de la différence Stone-Beatles. La musique des Stones, c'est une musique qui se vit dans l'instant, qui s'éprouve dans l'instant. C'est une musique taillée pour le live. Et on saisit des instants avec cette musique-là. Et bien Godard saisit un instant T, plusieurs instants T de la vie de Sympathy for the Devil. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Donc finalement, Godard, il s'attache ici à filmer l'invisible, cet élan créatif qui passe d'un corps à l'autre, cette œuvre collective en train de se faire. Pour Godard, cet élan vital, c'est l'idée même de révolution. D'où les mouvements d'ailleurs circulaires de caméra qui font, au sens littéral, une révolution. Alors avec 1+1, plus que jamais, les Rolling Stones sont l'œuvre collective d'une époque. Mais désormais, ils sont beaucoup plus que l'onde de choc du swinging London, révélé par Peter Whitehead. Ils sont l'image d'un phénomène qui prend des proportions mondiales, des proportions révolutionnaires. Voilà ce que nous dit 1+1. Et de ce point de vue, ce que filme Godard, c'est une nouvelle transformation de l'imagerie stonienne. Il filme la naissance de Mick Jagger en Lucifer du rock. Alors il y a une séquence un petit peu plus tard dans le film qui est très significative à cet égard. On est vraiment allé au bout de la création de Sympathy au niveau de la musique. De toute évidence, le backing track a été achevé et on a cette prise vocale de Jagger qui a son casque sur les oreilles. Et nous, spectateurs, on n'entend absolument pas la musique. On ne voit que Jagger qui livre, là, sous nos yeux, peut-être sa prestation vocale la plus possédée de toute sa carrière. Et en même temps, elle est totalement à nu parce qu'on n'a pas la musique. Et c'est à la fois, ça déconstruit complètement la chose, et en même temps, c'est bluffant parce qu'il est de toute évidence totalement possédé sous nos yeux. Jusque-là, il ne faisait que marmonner son texte, il le réécrivait, il butait sur certains mots, il commençait à avoir une interprétation intéressante, mais il y avait des passages qui étaient plus ou moins bons. Enfin, ce qu'on a eu là, c'était pas encore une prestation, la prestation ultime du titre. Et tout d'un coup, il y a cette prestation absolument unique qui va sidérer tout le monde une fois qu'elle va sortir en disque, et elle apparaît là, à nos oreilles, dans son plus complet dénuement. À ce moment-là, Godard, il filme un petit peu comme Jacques Tourneur, par exemple, le faisait dans ses films fantastiques. Jacques Tourneur, c'est quelqu'un qui filmait l'invisible, qui filmait les forces occultes à l'œuvre dans le réel, selon lui, quand il filmait des histoires de zombies, de femmes félines, etc. Pour lui, il documentait le réel, il croyait réellement au surnaturel, il filmait quelque chose de l'ordre de l'invisible. Et bien à ce moment-là, Godard filme aussi une espèce de transformation presque fantastique. Jagger devient sous nos yeux le Lucifer
du rock. Et quelques mois plus tard, eh ben, ça va avoir des conséquences. Il y a un autre cinéaste qui va se saisir des Stones. Ce cinéaste, c'est Kenneth Anger. Alors, Kenneth Anger, c'est un cinéaste américain en rupture de banc à Hollywood. C'est un cinéaste expérimental qui a fait à la fois dans l'homo-érotisme et par ailleurs, c'est un cinéaste luciférien revendiqué. Il a fait partie des disciples d'Aleister Crowley, qui est un mage sulfureux anglais qui a inspiré beaucoup c'est un mage du début du XXe siècle, hein, mais qui a inspiré beaucoup de musiciens anglais. On sait que Jimmy Page de Led Zeppelin a été un disciple d'Aleister Crowley. On sait que David Bowie s'est beaucoup intéressé à Aleister Crowley. Kenneth Anger est donc un disciple, et quand je dis cinéaste luciférien, c'est que chacun de ses films était des invocations de Lucifer. Pour lui, Lucifer, c'est le dieu de la lumière, le cinéma, c'est l'art de la lumière. Forcément, il fallait que le cinéma et Lucifer se rencontrent. Et donc, il fait un film en 1969 qui s'appelle Invocation of My Demon Brother. Il demande à Mick Jagger d'en signer la musique. Jagger va en faire une musique expérimentale au synthétiseur Moog, et Kenneth Anger va greffer un certain nombre d'images tirées d'un film dont vous avez pu voir des extraits tout à l'heure, The Stone in the Park, le fameux concert en hommage à Brian Jones à Hyde Park en 69. Il va utiliser quelques images de ce film où on aperçoit Jagger, on aperçoit Marianne Faithfull, on aperçoit Keith Richards, pour dire expressément que le démon invoqué dans ce film, bah, ça pourrait très bien être Jagger, ça pourrait très bien être Keith Richards, ça pourrait même être, pourquoi pas, Marianne Faithfull elle-même. Bref, le démon en question, il s'agit des Rolling Stones. Mais on n'invoque pas le diable en vain, et l'année suivante, donc en 1969, il va y avoir un dur retour de bâton qui, à l'écran, va trouver son incarnation dans un nouveau documentaire stonien. Alors là, le chef-d'œuvre absolu de la filmographie stonienne, ce film, ça va être Gimme Shelter. Alors, Gimme Shelter, c'est un film qui est tourné par deux documentaristes américains extrêmement importants dans les années 60. Ce sont vraiment les maîtres du cinéma vérité, et ils ont fait parmi les plus grands documentaires de la période. Hein. Ce n'est pas du tout des documentaristes spécialisés dans la musique. Hein. Ils ont quand même filmé les Beatles en 64. Ils ont fait un film qui leur est consacré, mais sorti des Beatles et des Stones, ce qui n'est pas rien quand même, je l'admets. Ils ont fait des films qui n'avaient vraiment strictement rien à voir avec la musique. Alors ce film, Gimme Shelter, ça devait être le récit de la tournée triomphale des Stones aux USA en 1969. Tournée triomphale parce qu'il faut bien voir qu'en 69, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas tourné aux États-Unis. Depuis l'affaire Redland, ils avaient de grosses difficultés pour avoir des visas pour pouvoir tourner outre-Atlantique. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre problème, c'est que ils avaient Brian Jones avec eux. Et Brian Jones, il était incapable de tourner. Après 67, il n'était plus question de l'emmener en tournée parce qu'il ne pouvait pas assurer les concerts, tout simplement. C'était un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils l'ont viré en juin 1969 pour pouvoir repartir en tournée. Ça a été vraiment ça le moteur de la décision. Donc ça devait être le récit d'une tournée triomphale qui devait démarrer au Madison Square Garden à New York, notamment avec Ike and Tina Turner et B.B. King en première partie, donc vraiment un plateau extraordinaire. Il y avait Jimi Hendrix dans les loges, il y avait Janis Joplin. Enfin, c'était vraiment considéré comme un phénomène culturel extrêmement important à la fin des années 60. C'était vraiment un moment très très fort. Et cette tournée devait s'achever sur ce qui devait être le Woodstock de la côte Est, à savoir le festival d'Altamont, organisé près de San Francisco en décembre 1969. Mais en fait, de Woodstock, ça va être l'anti-Woodstock, parce que ce festival va tourner littéralement au fiasco. Les Stones n'étaient pas à Woodstock, ils étaient à Altamont, et Altamont, ça va vraiment être l'horreur. Le service d'ordre était assuré par les Hells Angels, première très très mauvaise idée, qui en fait, les Hells Angels ne sont absolument pas venus là pour assurer le moindre service d'ordre, mais au contraire pour casser du hippie. Donc voilà, ça démarrait très très mal. Il y a eu de multiples bagarres et émeutes dès le début du festival qui ont éclaté parmi les 300 000 spectateurs. Alors imagine 300 000 spectateurs lâchés comme ça avec des heurts dans tous les sens, ça pouvait tourner qu'au drame. Et l'inévitable a fini par arriver. Pendant le concert des Stones, pendant leur interprétation d'Under My Sub, un jeune noir de 18 ans, Meredith Hunter, a été poignardé par Hells Angels à peu près à 5 mètres de la scène, sous les yeux des Rolling Stones, qui eux n'ont rien vu au moment où les faits ont eu lieu. Parce que c'est vrai que quand on est sur scène avec les projecteurs, on ne voit pas à 2 mètres. On sait qu'il se passe des choses, mais on voit rien. Mais ça a été, ça s'est passé sous leurs yeux néanmoins. Alors Gimme Shelter, ça aurait pu
n'être qu'un témoignage finalement anecdotique sur ce drame. Mais bien au contraire, le film va s'imposer véritablement comme un blow-up du documentaire rock, avec un dispositif narratif absolument virtuose. Le film démarre sur des images du triomphe new-yorkais des Stones, puis on découvre que ces images sont en fait des rushs que Mick Jagger et Charlie Watts, le batteur, sont en train de visionner sur le banc de montage des frères Miles. Il y a un spot radio à ce moment-là qui annonce soudain les événements d'Altamont qui se sont passés la veille au soir. Cet animateur radio lance une espèce d'appel. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été victime de violence? Est-ce que vous avez entendu parler d'un meurtre? Voilà. D'emblée, la triple dynamique du film est posée. Il y a d'abord une dynamique de la tragédie, puisqu'on annonce d'ores et déjà en début de film la fin absolument horrible, inéluctable. Il y a une dynamique de l'image qui est posée comme source d'interrogation. Quelle est l'image juste de l'événement? Enfin, il y a une dynamique de mise en abîme parce que les Stones vont se confronter pour la première fois sous nos yeux à leur propre image. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez sidérant. Alors, une fois passé ce prologue, le film va mettre en parallèle d'autres images du concert magistral de New York, donc au Madison Square Garden, avec des images des préparatifs chaotiques du concert d'Altamont. Alors on comprend quand on voit les préparatifs qu'il aurait fallu un miracle pour que ça se passe bien, parce qu'effectivement tout ça est fait dans le plus grand amateurisme. Et puis il y a aussi les images des vrais moments de grâce vécus entre les concerts. Il y a des scènes de studio notamment où on les voit terminer d'enregistrer Wild Horses, et il y a ce moment très très beau où la caméra s'attarde sur le visage de Charlie Watts. Charlie Watts, c'est quelqu'un qui s'exprime en général très très peu, qui est très timide, et on voit passer dans son regard cette prise de conscience. Peut-être que ce coup-ci, ils ont accouché d'un vrai chef-d'œuvre. Peut-être que cette chanson, c'est plus que de la pop. Peut-être que c'est vraiment une immense chanson. On voit cette espèce de prise de conscience qu'ils sont en train de faire vraiment des grandes choses. Voilà, il y a comme une espèce de passage à l'âge adulte au sens positif du terme là, qui est filmé, qui est saisi par les caméras des frères Miles. Et puis enfin, dans le dernier tiers du film, on en arrive au concert d'Altamont. Et alors là, les images sont absolument hallucinantes. On a des files de dizaines de milliers de voitures à perte de vue qui évoquent un petit peu les images qu'on va voir plus tard dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et puis il y a ce public au look médiéval complètement improbable, surréaliste, un public qui est tellement défoncé qu'on dirait une espèce de horde de zombies qui sort de La Nuit des Morts Vivants, qui a été tournée par George Romero un an plus tôt, en 1968. Il y a d'ailleurs une espèce de personnage en commun. Dans La Nuit des Morts Vivants, on voit une femme zombie nue qui se balade devant la maison. On retrouve un petit peu ce zombie, on retrouve une femme nue qui à un moment donné se balade sur scène complètement hagarde, on se demande ce qu'elle fait là, on a l'impression qu'elle est tout droit sortie du film de Romero et qu'elle débarque là en plein Gimme Shelter. Voilà. D'ailleurs, le film tourne un peu au film d'horreur. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. C'est pas illogique de rapprocher l'un et l'autre film. Et puis, il y a une tension extraordinaire. Il y a les premiers signes de violence qui apparaissent. Mick Jagger et les Stones débarquent en hélicoptère en début d'après-midi. Il fait peut-être 10 mètres en sortant de l'hélicoptère. Il y a un type qui surgit et bam, qui lui colle un énorme pain dans la figure. Jagger tombe par terre, il comprend pas ce qui lui arrive, et on le comprend. Il sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une atmosphère d'électricité, une tension terrible d'emblée. Il y a des images de concert de Jefferson Airplane dans l'après-midi. Jefferson Airplane, c'était un des groupes qui était en commun et à Woodstock et à Altamont. Et là, c'est un Hells Angels qui, à un moment donné, débarque sur scène alors qu'il y a des bagarres déjà devant la scène, que les Hells Angels tapent sur des hippies à coups de queue de billard, en prétextant que les hippies touchent à leur moto. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils venaient faire avec leur moto devant la scène aussi, on se demande. Et puis, il y a un Hells Angels donc, qui débarque et qui littéralement assomme le guitariste de Jefferson Airplane sur scène. Le groupe est obligé d'interrompre le concert parce que le guitariste est là, par terre, sur scène. Voilà, donc c'est extrêmement violent, extrêmement angoissant. Et puis tout d'un coup, la nuit tombe. L'angoisse est à son comble. Et c'est le moment où les Stones montent sur scène. Il doit être très tard dans la nuit, très tard, en tout cas dans la soirée. Il est quelque chose comme minuit, 23h, minuit, 1h, je ne sais pas trop. On est dans ces eaux-là. On les sent très, très tendus intérieurement. De toute évidence, eux-mêmes ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Des concerts chaotiques, ils en ont connu. Des concerts qu'on virait littéralement à l'émeute, ils en ont connu. À chaque fois, l'enjeu pour eux, c'était d'ailleurs de fuir la salle de concert avant que le public finisse par les dévorer comme une horde de zombies, là encore. Mais là, ce coup-ci, ils se demandent s'ils vont pouvoir s'en sortir. Il y a vraiment cette angoisse qui leur
leur traverse l'esprit. Et ça, donc, c'est leur arrivée sur scène. Voilà, je vous propose de voir ce premier extrait. Ici, ce qui frappe, c'est la manière dont les choses sont filmées. On n'est plus du tout dans ce qu'on a pu voir dans toutes les autres images de concert auparavant. Ici, les Stones sont filmés de dos. Et c'est le public, d'une certaine manière, qui tient désormais la vedette. Il n'y a plus de fusion entre public et le groupe comme par le passé, mais une espèce d'opposition dans le même plan. Jagger, donc, qui est devenu le Lucifer du rock depuis One Plus One, depuis Kenneth Anger, etc. Jagger, celui par qui le chaos arrive normalement sur scène, on est réduit à interrompre Sympathy for the Devil pour supplier le public de se calmer. Altamont, de ce point de vue, c'est le monde à l'envers. Je vous propose de voir une photo tirée du tableau de Bruegel, ce célèbre tableau, Le monde à l'envers. Voilà. Le monde à l'envers, on le sait en fait depuis Bruegel, c'est une représentation de l'enfer sur Terre. Ce qui se passe à Almont, c'est l'enfer qui débarque sur Terre. C'est un enfer terrestre. À ce stade de l'extrait que vous venez de voir, rien d'irrémédiable n'est encore arrivé. Les Stones vont reprendre le morceau, ils vont le reprendre 3 fois, mais ils vont aller au terme du morceau. Jagger, il va jouer son va-tout, il va danser de manière frénétique, il va donner tout ce qu'il a pour essayer de réimposer son charisme à la foule. Il va essayer de reprendre le contrôle. Par moments, on le voit néanmoins se figer, il scrute les ténèbres, on sent qu'il aperçoit quelque chose qui le terrifie, et puis immédiatement, il essaie de reprendre le dessus, il se remet à danser, il essaie d'offrir son corps à la foule, littéralement, quoi. Il essaie de faire ce qu'il a toujours réussi à faire, parce que jusque-là, c'est vrai que les scènes de chaos, il les a toujours maîtrisées, mais ce coup-ci, les choses lui échappent. Et puis, à un moment donné, va arriver un morceau, donc c'est Under My Sub, et je vous propose de voir cet extrait. C'est un morceau, alors là, c'est quand même vraiment triste, parce que Under My Sub, c'est un morceau qui est très enjoué, c'est un morceau qui est bravage, qui est un peu crâneur, qui est un morceau drôle. Là, c'est un morceau qui va être joué de manière extrêmement triste et extrêmement résignée. On voit que Jagger il se résigne à ce qui se passe. Et c'est pendant ce morceau que se passe la catastrophe. C'est pendant ce morceau que Meredith Hunter va être assassinée. Alors, je vous préviens tout de suite, l'extrait est quand même violent parce que la caméra des frères Mail saisit les choses, donc on va voir un meurtre, même s'il est filmé d'assez loin, c'est dans le cadre. Voilà. Donc si jamais vous ne voulez pas voir la séquence en question, vous détournez le regard, mais voilà. On est donc ici vraiment dans la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans le monde à l'envers de Bruegel. L'homme assassiné, donc Meredith Hunter, qu'on a accusé d'ailleurs de tenir une arme. C'est comme ça que le Hells Angels s'est justifié après coup. Il a dit qu'il avait que Meredith Hunter visait la scène. On ne saura jamais si c'est vrai ou non. En tout cas, il semblerait bien qu'il avait une arme. C'est ce qu'on voit dans le film. Meredith Hunter donc était habillé en vert. On le voit à plusieurs reprises avant qu'il se fasse assassiner. Hein. C'est comme une tache de couleur verte qu'on voit dans la foule à plusieurs reprises dès le début du film, qui est assez obsédante parce qu'on sait que c'est lui, on connaît l'histoire quand on a vu le film, on sait que c'est un jeune noir devant la scène qui va se faire assassiner, on le reconnaît, il y a cette tache verte qui se promène et c'est vrai que le vert c'est la fameuse couleur, on le sait depuis Molière, c'est la couleur qui est interdite sur scène, c'est la couleur qui porte malheur. Là les choses sont inversées, c'est la couleur qui porte malheur dans le public. Comme pour l'assassinat de Kennedy, comme dans le fameux film d'Abraham Zapruder, l'image de la mise à mort dit à la fois tout et absolument rien du tout. Comme dans Blow Up d'Antonioni, triturer l'image ne débouche sur aucune vérité. Dans Blow Up d'Antonioni, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a ce meurtre qui a été photographié par hasard et on essaie de découvrir la vérité du meurtre en grossissant l'image. On l'a grossi pour essayer de découvrir vraiment ce que recèle l'image et puis finalement on finit par aboutir à une espèce d'image complètement abstraite, pixelisée qui ne veut rien dire. Dans un cas et dans l'autre, dans Blow Up comme dans Gimme Shelter, finalement, l'image ne débouche sur aucune vérité. Ici, Meredith Hunter, allait-il tirer sur Jagger, comme ça a été dit par la suite? Jagger, finalement, ne le saura absolument pas. Comme dans Blow Up, l'image ne fait finalement qu'interroger le regard. Jagger, il demande ici un retour en arrière et une pause image. Symboliquement, c'est la fin
du mouvement dont Woodstock avait été le paroxysme quelques mois plus tôt. Quelque part, c'est symboliquement la mort des 60s qui est filmée à ce moment précis et qui est révélée par la caméra des frères Miles. Il ne reste plus que des âmes errantes dans la nuit, des âmes damnées, les fantômes des hippies qui croyaient encore en Woodstock. C'est un petit peu ça qu'il filme vers la fin. Pour Jagger lui-même, c'est le deuil de sa croyance naïve de la scène comme un espace utopique. C'est un douloureux passage à l'âge adulte qui fait écho à ce passage à l'âge adulte positif dont je vous parlais tout à l'heure avec Wild Horses, qui était filmé un petit peu plus tôt dans le film. Gimme Shelter, c'est le film de la prise de conscience. Comme Dorian Gray, à nouveau, les Stones viennent de comprendre qu'ils ne sont qu'une image, et que le portrait, lui, de son côté, il commence à se lézarder. C'est tout le sens de la pose image finale sur Mick Jagger, qui est visiblement totalement épuisé, qui est travaillé par sa mauvaise conscience. À Altamont, finalement, les Rolling Stones avaient rendez-vous avec l'histoire. Ils ne sont plus simplement des freaks, les monstres adolescents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Désormais, ce sont des freaks rescapés, revenus de la mort, survivants des 60s, qui les ont enfantés. Dès lors, le cinéma ne va plus s'intéresser à eux comme la métaphore d'un phénomène d'actualité, comme dans Charlie is My Darling, comme dans 1+1, mais comme un objet qui trouve sa légitimité à l'aune des idéologies. Ce sera plus ça. Désormais, il n'y aura plus du tout besoin de contextualiser les Stones pour les filmer. Ils sont un mythe à part entière. L'image des Stones va valoir en soi dorénavant. Ils sont la substance même de l'image. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la substance même de l'image ? Eh bien, au début des années 70, on va voir un nouveau phénomène qui va arriver dans le cinéma de fiction cette fois. Revenons à Orange Mécanique, par exemple. Je vous avais expliqué tout à l'heure, Orange Mécanique, c'était le vieux projet d'Andrew Loog Oldham en 63-64, faire jouer à Mick Jagger le rôle d'Alex pour nourrir l'identité, en tout cas l'image de voyou de Mick Jagger. C'était ça le projet. Et bien en 1972, lorsque Stanley Kubrick va tourner le film, il choisit Malcolm McDowell pour interpréter le rôle d'Alex pour sa ressemblance physique avec Mick Jagger. C'est-à-dire que cette fois, c'est Mick Jagger qui va nourrir par son identité propre l'image d'Alex dans le film d'Orange Mécanique. On a une inversion qui est à l'œuvre à ce moment-là. Alors l'exemple le plus parlant de cette infusion de l'image Rolling Stone dans le cinéma de fiction, en ce début des années 72, elle va avoir lieu chez Martin Scorsese, dans l'un de ses premiers films qui s'appelle Mean Street. Alors je vous propose de voir un extrait, c'est la présentation de l'un des gangsters phares de Mean Street, c'est Johnny Boy, incarné par Robert De Niro. Johnny Boy, c'est le gangster qui brise toutes les règles, y compris celles de son propre gang. C'est une séquence assez courte, mais qui dit beaucoup de choses en quelques secondes. Vous aurez reconnu Jumping Jack Flash au niveau de la bande-son et Harvey Keitel, que j'avais pas cité, qui accueille Robert De Niro. Alors, pas besoin ici pour Robert De Niro de ressembler à Jagger ou à Richards. Une simple attitude de désinvolture, d'arrogance sexuelle, une manière d'exprimer un sentiment de toute puissance au diapason de la bande-son, donc Jumping Jack Flash. Et voilà la figure classique du gangster, totalement réinventée à l'aune de la mythologie stonienne. On voit qu'on a un vrai basculement, on n'est plus du tout dans Edgar G. Robinson et ce genre d'acteurs du Hollywood classique. Voilà, on a vraiment une réinvention du mythe du gangster grâce aux Rolling Stones. Avec Scorsese, les Rolling Stones génèrent beaucoup plus que de simples ersatz à l'écran, cette fois. Ils génèrent de véritables avatars. Voilà, ça c'est une mutation très importante. Alors, les Stones vont continuer néanmoins de s'intéresser aux documentaires. Ils vont jamais cesser tout au long de leur carrière de tourner dans des documentaires et ils vont jamais cesser d'attirer les caméras des grands cinéastes. Et en 1972, 2 films vont être tournés quasiment en même temps, 2 films avec un parti pris complètement différent. L'un s'attache strictement aux coulisses de la tournée américaine de 1972, l'autre a capté un concert. Donc on a backstage et sur scène. Néanmoins, les 2 films ont un point commun. Les Stones sont le sujet à eux tout seuls. Le public, l'époque, le monde extérieur, ce coup-ci, tout ça est totalement absent des films. Voilà, les Stones valent par eux-mêmes. Alors le premier de ces 2 films,
C'est Cocksucker Blues, réalisé par Robert Frank. Robert Frank, c'est un célèbre photographe qui a fait un livre à la fin des années 50 qui à la fois a été un énorme succès et qui a fait scandale. Ce livre de photos, c'est les Américains qui présentaient vraiment les États-Unis sous un angle complètement inattendu. On est loin de l'American Way, du rêve américain. Voilà, on est loin de tout ça. Et donc Robert Frank va trouver dans l'envers du décor chez les Stones une manière filmique qui va littéralement le fasciner et dont il va rendre très très crûment dans un style là aussi cinéma vérité absolument impitoyable. Alors là pour le coup c'est le film vraiment le plus noir qu'on ait jamais vu sur les Rolling Stones, le plus dur, le plus trash, le plus déprimant aussi, il faut bien le dire, et en même temps c'est un chef-d'œuvre. Hein. Vraiment c'est un film tellement radical que voilà, c'est un film qui impose une intensité absolument inédite. Tout y passe dans ce film. Hein. On a des séquences de drogue filmées plein cadre. Certains se shootent devant la caméra. On a des shoots d'héroïne, des piqûres, etc. Alors, c'est pas les Stones eux-mêmes qui se droguent devant la caméra. C'est plutôt le staff autour. Il y a des scènes d'orgie dans les avions. En général, les séquences les plus trash, c'est quand même pas les Stones eux-mêmes. C'est vraiment les roadies, tous les gens qui les entourent, en gros. Mais on voit que c'est une espèce de troupe complètement folle. Hein. Vraiment, la tournée des Stones 72. Truman Capote, d'ailleurs, faisait partie de l'équipée. Il a tenté de documenter tout ça. Finalement, il n'a jamais écrit sur les Stones, tellement il a été effaré par tout ce qu'il a vu. Il n'a pas pu en tirer un bouquin. Il a renoncé. Le film donc, passe par des moments assez extrêmes comme ça, mais c'est aussi un film très beau parce que c'est un film sur les corps fatigués. Il y a des moments d'attente, des moments un peu absurdes dans des espèces d'interzones bétonnées, des halls de gare, des sous-sols de stades où les Stones vont jouer. Enfin, c'est des espèces de lieux très étranges où on tourne des séquences très étranges. Parfois, on voit Keith Richards tomber littéralement de fatigue. On voit qu'il doit être complètement shooté à l'héroïne et qu'il va lui falloir un petit rail de coke avant de monter sur scène pour pouvoir retrouver un semblant de vie et pour pouvoir rejouer, etc. Enfin, le film documente toutes ces choses-là. Tout ce qu'on sait de l'histoire des Stones, mais qui n'a jamais été dit aussi frontalement, le film le raconte et le documente. Alors, tout fascinant et génial que puisse être ce film, Mick Jagger, quand il l'a vu, s'est dit « Ouh là là, on ne peut pas le sortir tel quel. Si on le sort tel quel, on ne pourra plus tourner nulle part. C'est impossible. Il ne faut pas que les gens voient ce film parce que voilà, on va plus pouvoir travailler. On n'aura plus de visa aux États-Unis. On va être interdit de séjour partout. Ça va littéralement flinguer notre carrière. Et là, il va faire une espèce de pacte diabolique avec Robert Frank. Il va lui dire, évidemment, je ne suis pas un censeur. Ton film est génial. C'est dommage de ne pas le voir. Mais écoute, tu ne le diffuses pas dans un circuit commercial. Tu as le droit de le diffuser, mais 4 fois par an et que si tu es présent dans la salle. Physiquement. Donc ça veut dire que le film, quelque part, devient mortel. Le jour où Robert Frank meurt, le film meurt. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le film, finalement, il y a eu des copies pirates, évidemment, qui ont été faites. Il y a eu des copies de copies en copie. Le film est devenu de plus en plus délavé, l'image de plus en plus sale. Et aujourd'hui, on peut voir finalement le film sur YouTube, hein, dans une de ces copies complètement abîmée, complètement dégénérée, presque, on pourrait dire. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est à nouveau dans la métaphore de Dorian Gray. Jagger, c'est vraiment celui qui a compris que le portrait était en train de pourrir, qu'il le prend, qu'il le cache derrière un rideau dans son grand château, et le portrait ne cesse de pourrir quelque part, de se dégrader, et lui, il est le gardien de l'image, il est celui qui contrôle l'image et qui, ce faisant, contribue à l'idée d'éternité des Rolling Stones. Il y a quelque chose... Oui, assez diabolique dans ce pacte avec Robert Frank. Et c'est tellement diabolique et tellement conscient de la part de Jagger que donc il va commander un deuxième film, l'année 72, c'est ce deuxième film dont je vous parlais, qui filme un concert qui a lieu au Texas. Alors là, pour le coup, c'est l'exact inverse du film de Robert Frank, parce que c'est les Stones dans toute leur splendeur. On est au sommet de la carrière scénique des Rolling Stones. Là, c'est vraiment, on peut le dire, le plus grand groupe de rock'n'roll de tous les temps à ce moment-là. Alors, évidemment, il y a aussi Led Zeppelin, dont on pourrait dire la même chose à peu près au même moment. On pourrait dire la même chose de David Bowie en 73, au moment de la période Ziggy Stardust, etc. Chacun peut prétendre au titre, mais les Stones en 72, bah voilà, c'est le plus grand groupe de rock'n'roll, c'est leur moment, vraiment, ils sont indépassables et le film capte ce truc-là et quelque part, c'est une image qui en désactive une autre. Voilà, c'est comment produire une image qui va neutraliser l'image dérangeante et qu'on va laisser pourrir derrière son rideau dans le grand château de Mick Jagger, quelque part en Touraine, parce qu'on sait qu'il a un château par là-bas.
Donc voilà, à nouveau l'expérience de Dorian Gray. Et cette question du contrôle de l'image, c'est pas un hasard si toutes les 20 premières minutes du film, alors là on est 30 ans plus tard, on est en 2006, 2007, 2008, si c'est la question centrale de l'introduction de Shine a Light, tournée par Martin Scorsese. Martin Scorsese, donc on le sait, je vous ai montré un extrait de Mean Street, c'est un fan absolu des Rolling Stones, il n'a pas arrêté d'utiliser leurs chansons dans la plupart de ses films, il a utilisé parfois certaines chansons très longues comme Can You Hear Me Knocking in extenso dans une séquence d'anthologie de Casino, il les a utilisés également dans Les Affranchis, enfin bref, le nombre de films où il a utilisé la musique des Stones, je connais même pas le nom, mais c'est quasiment, c'est pas toute sa filmographie, mais en tout cas il y a un grand nombre de films. Donc il y a vraiment une obsession de Scorsese pour les Stones et depuis toujours il rêvait de les filmer sur scène, de capter leur énergie. Voilà, il a toujours été fasciné plus par Jagger que par Keith Richards. C'est plutôt le personnage de Jagger qui vraiment fascine Scorsese. Et c'est ce qui va arriver donc au cours d'un concert à New York au Beacon Theatre en fin 2006. Donc le film sort 2 ans après en 2008 si j'ai bonne mémoire. Et on peut dire que la scénographie des Stones, c'est finalement un petit peu ce que Scorsese a toujours filmé dans ses films. Les Stones, ces films, ce sont des histoires d'anti-héros assez borderline, réunis par des liens d'amitié, de trahison, de retrouvailles. Et en gros, c'est ce qui se passe un petit peu dans les concerts des Stones sur scène. C'est ce qui est à l'œuvre un petit peu entre Mick Jagger et Keith Richards sur scène, dans leurs attitudes, leurs sourires, leur regard assassin, leur clin d'œil complice. On retrouve un petit peu toutes ces problématiques propres au cinéma de Scorsese dans la scénographie stonienne. Mais au-delà de cet aspect, Scorsese cherche à mettre en perspective les images du concert tourné donc en 2006 en les entrecoupant de courtes images d'archives. Alors on a des extraits de Charlie Is My Darling, ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a la conscience d'une filmographie des Stones qui est à l'œuvre dans le film de Scorsese. Il y a des interviews de Jagger en 65 où il explique qu'il pense que les Stones ne vont pas durer plus de 2 ans. Bon, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il y a des interviews un peu plus tard, en 72, où là, on comprend qu'il a tout compris. Et on lui pose la question, est-ce que vous voyez faire ça à 60 ans? Et Jagger répond très facilement, aucun problème. À mon avis, oui, on va le faire. Et l'histoire lui a donné raison. À plus de 80 ans maintenant, ils sont encore sur scène, encore enregistrés des disques, effectivement. Il y a des images des arrestations policières. On retrouve aussi des citations de la filmographie estonienne dans la mesure où l'un des frères Miles, l'un des survivants parmi les frères Miles, est chef opérateur lors du concert, lors de ce concert au Beacon Theatre. Donc on cite Gimme Shelter par ce biais-là. De la même manière, il y a un dispositif de réalisation qui copie celui qui était de Godard dans 1+1. Quand la caméra s'approche d'un instrument sur scène, d'un musicien, eh bien, on entend davantage ce musicien qu'un autre. Donc, on a un mix musical extrêmement dynamique, qui n'a absolument pas les mix classiques qu'on peut faire d'un concert rock, mais on a quelque chose de très expérimental. Je crois que c'est l'un des seuls concerts qui a été réalisé de cette manière-là, avec cette manière de mixer le son. Mais donc, on retrouve un peu de 1+1 dans ce film. En fait, le but de Martin Scorsese dans ce film, c'est de redéfinir ce qu'on appelle le classicisme en filmant les Rolling Stones, à ce moment-là, 45 ans après leur début. Alors je vous propose de voir un extrait, c'est la toute première chanson du concert, Jumping Jack Flash, donc ça intervient à peu près 20 minutes, après 20 minutes de film, de tragicomédie entre Jagger et Scorsese qui se battent pour savoir qui va maîtriser la mise en scène. Scorsese n'arrête pas de dire « je veux la setlist, je veux savoir comment je vais placer mes caméras ». Et Jagger lui dit « non, tu auras la setlist à la dernière minute parce que moi j'ai besoin de décider à la dernière minute ». Et donc il y a cette espèce de conflit de mise en scène qui est mis en avant par Scorsese. C'est assez drôle d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour de la part de Scorsese. Il se filme comme s'il était un peu Woody Allen, surexcité, extrêmement nerveux à l'idée de filmer les Stones. C'est assez amusant. Et donc arrive le premier morceau du concert que vous allez voir maintenant. Amusant dans cette séquence, c'est que au début ils sont donc filmés en noir et blanc dans un couloir qui accentue leurs rides. Les Stones apparaissent vraiment comme des vieillards. Il y a vraiment cette image qui est frappante. Je vous ai entendu murmurer d'ailleurs à leur apparition à ce moment-là. Présenté par Bill Clinton, donc l'ancien président des États-Unis. Alors les voilà carrément avalés et
digéré par l'establishment qu'ils dénonçaient autrefois. Bref, les Stones semblent être une image vidée de leur substance à ce moment-là. Le mythe, voilà, s'écroule, on pourrait presque dire. Puis, Scorsese obtient la setlist du concert, donc à la dernière seconde, manière de dire, de nous signifier à nous, public, que finalement, il accepte de se mettre à la merci de la mise en scène des Rolling Stones. C'est pas Scorsese qui va mettre en scène les Stones, c'est Jagger qui tient la mise en scène et Scorsese va devoir la capter. Il y a une grande honnêteté intellectuelle de la part de Scorsese à ce moment-là. Et puis, le miracle opère. Parce que les sexagénaires redeviennent à ce moment-là les silhouettes identifiables de toujours. Un petit peu comme Clint Eastwood, autre star de cinéma, à plus de 90 ans, reste ad vitam aeternam, le Pale Rider, l'homme sans nom. Voilà, c'est la mythologie qui s'incarne sous nos yeux. Les Rolling Stones sont à nouveau les Rolling Stones, un groupe sans âge, des freaks hier comme aujourd'hui. Hier, c'était des freaks, ils incarnaient la monstruosité adolescente. Maintenant, ce sont des vieillards prisonniers de corps adolescents. C'est encore des freaks, d'une nouvelle manière. Ils restent des freaks pour toujours. Bref, voilà, c'est un mythe. Une création collective depuis 1962, une création collective encore en 2008, encore aujourd'hui en 2025. C'est ce que révèle la pellicule. Filmer les Rolling Stones, c'est par définition produire de l'art. Ils sont les nouveaux classiques. Finalement, Mick Jagger a réussi totalement son pari dont il a eu conscience au détour des années 60 quand il a compris ce qu'était le syndrome de Dorian Gray. Il est lui-même Dorian Gray, ce diabolique manipulateur d'images. I Can Get No Satisfaction, chanté soir après soir depuis 1965, c'est sa quête d'éternité. Et Sympathy for the Devil, ce n'est peut-être finalement qu'une prière adressée à son public, une prière de compassion pour le diable qu'il sait avoir toujours été. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Tout le déroulé de cette conférence, moi j'en avais fait un article il y a quelques années dans les Cahiers du cinéma, j'avais fait 8 pages, ça s'appelait les Stones 24 fois par seconde, donc c'était vraiment le même récit, donc on peut retrouver ce texte dans un vieux numéro des Cahiers, c'était, si je dis pas de bêtises, le numéro d'été 2017, je pense que ça peut se retrouver sur eBay ou ce genre de trucs. Après, pour vraiment retrouver simplement les noms que j'ai pu citer, bah, tout simplement chercher une filmographie des Stones, par exemple, il y a des sites filmographiques comme IMDb, où on va pouvoir retrouver tous ces films. Hein. Enfin, en tout cas, le listing de tous ces films, on va pouvoir les retrouver. Après, je vous ai cité un certain nombre de noms, mais en réalité, en 60 ans, ils ont fait bien plus encore que ça de documentaires et de films. Hein. Il y a eu des captations de concerts qui ont été extrêmement importantes aussi. Par exemple, à la fin des années 80, ils ont fait un des premiers films prévus pour les cinémas, pour la Géode à l'époque. Donc, c'était du format IMAX, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu ce film-là, il y a eu 36 captations de concerts, il y a des films qui ont été retrouvés récemment, il y a un film d'une tournée en 78, on n'arrêtait pas de raconter que la tournée 78 c'était plutôt une mauvaise tournée, puis tout d'un coup on a retrouvé ce concert tourné au Texas en 78, puis on s'est rendu compte que c'était une tournée extraordinaire, que le concert était absolument phénoménal, donc il y a toujours des découvertes comme ça, il y a aussi tout ce qui a été filmé en termes de clips, parce que là, je vous ai montré un clip tourné par Peter Whitehead, mais il y a un autre intervenant du documentaire précédent, Michael Lindsay Hogg, qui était le réalisateur d'une émission qui s'appelait Ready, Steady, Go, qui a filmé tous les groupes anglais de l'époque, hein, les Who, les Kings, etc. Il les a filmés, mais il a fait aussi beaucoup de clips avec les Stones. C'est lui qui a tourné le fameux Rock'n'Roll Circus en 68, où il y a les Stones qui font un concert, mais aussi les Who, il y a John Lennon qui est là, qui va faire un duo avec Keith Richards à la basse et avec Eric Clapton à la guitare et Mitch Mitchell du Jimi Hendrix Experience à la batterie, donc un super groupe pas possible. Il a filmé ça, puis il a tourné le clip de Jumping Jack Flash qui est très important, puis tous les clips des Stones des années 60 jusqu'au début des années 80.
Donc voilà quelqu'un d'autre qui a participé aussi de la création de la mythologie des Stones à l'écran. Quel autre cinéaste j'aurais pu ne pas citer? Est-ce que je vous ai parlé de George Lucas? Ah bah alors j'ai oublié, il y a un truc intéressant, un détail très important. Les images du concert Altamont, j'en ai parlé. Eh ben, Altamont, Gimme Shelter, les extraits, le meurtre tragique de Meredith Hunter, c'est George Lucas qui est un jeune opérateur qui est sur scène qui le filme. Alors c'est assez amusant parce au même moment, grosso modo, où Martin Scorsese fait la même chose à Woodstock, lui il est opérateur à Woodstock, et ben c'est George Lucas qui filme le côté obscur de rock'n'roll quelques années avant de filmer le côté obscur de la force, des étoiles, voilà. Mais donc oui, il a filmé ça, George Lucas. Personne ne l'a jamais interviewé là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ce serait une vraie question à lui poser. Moi j'aimerais bien lui poser la question. Voilà, comme ça on pourra enfin lever le voile sur des choses importantes. Star Wars, non, mais... Des Beatles. Brian Jones. Oui, ils meurent tous les deux de leur célébrité. L'un par un meurtre d'un fan complètement fou, l'autre parce qu'il n'arrive pas à la gérer. Oui, effectivement, il y a des parallèles de ce point de vue-là, oui. Oui. J'ai le vague souvenir d'un documentaire qui filmait les Stones enfermés pendant une semaine ou deux dans une villa à la Côte d'Azur. Oui. Oui, qui est passé à Cannes il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'était le processus créatif des Stones, qui évidemment mêlait un petit peu le sexe, la drogue, tout ça un peu en même temps. Et vie de famille en même temps aussi, parce qu'ils sont en famille. C'est un documentaire assez passionnant. D'ailleurs, formellement aussi, c'est très intéressant ce documentaire parce que, en fait, ça n'a pas été filmé. Ça, c'est les sessions en France à Nelcott en 1971. Les Stones viennent de s'exiler fiscalement à ce moment-là parce qu'ils ont été en fait arnaqués par un manager qui s'appelait Alan Klein qui leur avait fait signer un deal qui, en gros, les a dépossédés de tous leurs droits de leurs chansons des années 60. Et ils se sont rendus compte à la fin des années 60 que non seulement ils n'allaient plus gagner d'argent, mais qu'en vertu de cet accord-là, ils devaient des sommes folles au fisc anglais. Et s'ils restaient, c'était la faillite pour le groupe. Donc c'était la mort du groupe. Donc ils ont été obligés de s'exiler en France. Et ils sont donc arrivés sur la Côte d'Azur en 71 et ils ont vécu en autarcie. C'était la première fois qu'ils vivaient comme ça en autarcie. Donc c'était effectivement une vie à la fois de débauche et en même temps c'était aussi vie de famille durant la journée. C'était dans la villa de Keith Richards. Ils vivaient avec Anita Pallenberg et leur jeune fils qui s'appelle Marlon à l'époque. Il y avait toutes sortes d'invités. Durant la journée, c'était plutôt une vie normale, a priori. Ils allaient à la plage, ils faisaient leurs emplettes, ils s'occupaient des enfants. Et la nuit, ils enregistraient. En gros, voilà le truc. Et il y a un jeune photographe qui s'appelle Dominique Tarlet, qui les avait photographiés quelques mois auparavant à Londres. Donc, il avait eu un premier contact et il a vu le vent du fait qu'ils étaient là dans le sud de la France. Donc, il est allé les voir. Et Keith Richards lui a dit, écoute, ta chambre est prête. Il commençait à ma chambre, il dit, reste. Et puis, il pensait donc passer la journée. Il a passé 6 mois avec eux. Et résultat, il a fait toutes ces photos absolument mythiques des Stones qu'on voit donc dans cette villa. Il y a vraiment tout un shooting extraordinaire. Et en plus, ça documente ce qui est l'un de leurs plus grands albums, Exile on Main Street, un double album donc sorti en 72, où ils vont au cœur de leur obsession américaine. C'est vraiment un condensé de toutes les musiques populaires américaines. Ça va du gospel à la country, au rock and roll, au blues. Enfin, tout ça est complètement mélangé. C'est un album absolument fabuleux. Mais en fait, ils étaient en France, donc ils fantasmaient complètement une Amérique rêvée depuis les caves de cette villa de Nelcott. Et le documentaire en question, Stone in Exile, ça a été visiblement assez important pour les Stones parce que Jagger est venu le défendre à Cannes en personne. Donc voilà, il avait à cœur de défendre ce film. Et c'est passionnant formellement parce qu'il y a donc 0 image filmée, mais que des photographies. Et on utilise toute cette riche matière photographique pour raconter une histoire. Et c'est très beau visuellement. Et voilà, donc c'est un beau documentaire. C'est vrai que je ne l'ai pas cité là, mais en fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. Oui ? Oui. Oui. Alors ça, je sais pas très bien.
Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est toute cette tragédie. Il fait l'inverse de ce qu'il aimerait et il ne cesse de rêver d'avoir le respect de ses parents et au contraire, ses parents finissent par le rejeter. Enfin, voilà, oui, non, c'est complètement tragique l'histoire de Brian Jones. Je suis pas sûr que je sais pas ce qui s'est passé pour ses enfants. Il y a eu des interviews un peu tristes qui ont été faites quand ils étaient jeunes où on voyait la mère éplorée, le jeune fils abandonné par le père. Donc il y a eu des reportages un peu à sensation qui ont été faits à charge contre lui. Mais je sais pas ce que sont devenus ses enfants, quoi. Et puis je pense qu'heureusement on les a laissés tranquilles aussi, peut-être. Voilà. Merci Nicolas. Merci à vous.